À la mort de Ferdinand le Catholique, les habitants d'Alger, qui depuis 1510 n'avaient accepté qu'en frémissant le voisinage gênant des Espagnols, maîtres du Penon, pensèrent que le moment était venu de reconquérir leur liberté et de chasser les étrangers. Ils envoyèrent une députation à Baba Arouj, qui malgré l'échec subi 2 ans auparavant devant Bougie, en combattant contre les Espagnols, n'en continuait pas moins à semer la terreur sur la Méditerranée, et le supplièrent de venir les délivrer de la présence des infidèles. Baba Arouj, nous l'avons déjà dit, rêvait depuis longtemps d'établir son autorité sur l'Afrique septentrionale. À l'appel des Algériens il accourut par mer, tandis que son allié Ahmed Ben El-Kadi, amenait par terre de nombreux contingents. Salem Ben Toumi, cheikh d'État à Liba, qui gouvernait Alger, ne devait pas tarder à se repentir d'avoir demandé le secours de semblables alliés. Quelques jours après l'arrivée de Baba Arouj à Alger, l'infortuné cheikh périssait étranglé. Khayreddin, qui attendait à Djidjeli le dénouement de l'expédition, accourut à l'appel de son frère, et l'aida à organiser le pouvoir. La première préoccupation de Baba Arouj fut de chasser les Espagnols des divers points qu'ils occupaient sur la côte d'Afrique. Il se rendit dans la province d'Oran, mais surpris entre cette place et Tlemcen, il fut tué, et son frère resta seul maître d'Alger. Assiégé par les bandes arabes soulevées à l'annonce de la mort de Toumi, bloqué par les Espagnols du Penon, menacé par Moulay Hassan, roi de Tunis, Khayreddin comprit qu'il ne pourrait échapper à tant d'ennemis qu'en se plaçant sous la protection d'une puissance plus forte. Il se déclara donc vassal de la porte ottomane, et lui fit hommage d'Alger. Le sultan de Constantinople, flatté dans son amour-propre, répondit à cet acte de soumission, en envoyant à son nouveau vassal une armée de 2000 janissaires. Khayreddin prit alors le titre de pacha en 1518, et s'empressa avec le renfort qu'il avait reçu, d'attaquer les Espagnols et de les expulser du Penon. Il marcha ensuite contre l'ancien allié de son frère, Ahmed Ben El-Kadi, qui avait pris parti pour le roi de Tunis, et le réduisit à l'impuissance. À partir de ce moment, la piraterie prend une redoutable extension. La navigation de la Méditerranée est presque interrompue. Les navires marchands restent dans les ports, eux-mêmes exposés à la visite des terribles corsaires. Sur les côtés de la Provence s'élèvent des bastides, où des veilleurs guettent jour et nuit, et jettent aux populations terrifiées le cri d'alarme. Les rivages de l'Europe méridionale se dépeuplent, et le monde chrétien, impuissant, courbe honteusement la tête devant cette poignée de pirates. Mais il ne suffisait pas à Khayreddin d'être le souverain incontesté des mers. Il fallait à son ambition un empire digne de son audace. Il tourna les yeux vers Tunis. Le 4 août 1534, les habitants de Beaune se révoltent et après avoir massacré le gouverneur tunisien, appellent Khayreddin. En apprenant cette rébellion, Moulay Hassan fit partir en toute hâte 250 arquebusiers et 400 cavaliers. Mais il était déjà trop tard. Beaune était au pouvoir des Turcs. Après avoir laissé dans cette place 15 galères, Khayreddin fit voile avec le reste de sa flotte vers Tunis, dont il s'empara le 18 du même mois, à la suite d'un sanglant combat. Moulay Hassan s'était enfui. Les Espagnols ne pouvaient voir sans inquiétude le développement rapide du nouvel empire. Aussi Charles Quint se prépara-t-il à aller reprendre Tunis, pour y placer son allié détrôné. À cette époque, François Ier, en antagonisme avec Charles Quint, concluait avec la porte ottomane par l'entremise de Jean de la Forêt en janvier 1535, un traité d'amitié et de commerce, au terme duquel tous les Français et chrétiens qui iraient sur les côtes d'Afrique seraient sous la protection du consul de France. Ce traité renfermait également les clauses d'une alliance offensive et défensive. Charles Quint, malgré cette menace, n'en continua pas moins ses préparatifs, et le 31 mai 1535, il quittait avec une flotte puissante portant 26 500 hommes les côtes d'Espagne. Il arriva bientôt devant Tunis dont il entreprit le siège, et où il fit son entrée le 21 juillet 1535. Moulay Hassan était rétabli sur le trône, et son rival Khayreddin s'était enfui dans la direction d'Alger avec les débris de ses troupes. Aussitôt après la prise de Tunis, Charles Quint réunit son conseil pour délibérer sur l'emploi que l'on pourrait faire de la flotte, afin de nuire à l'ennemi. Nous extrayons de cette délibération les passages suivants. Sa Majesté irait ensuite à Beaune, où l'on compte environ 3000 feux. La ville a comme déserte, une rivière, où les galères peuvent entrer et même hiverner. C'est une place forte, et il faudrait l'occuper en raison surtout de la rivière. Charles Quint donna aussitôt l'ordre à André Doria de se rendre à Beaune, avec 30 galères et 2000 hommes, et de s'en emparer. Mais la flotte avait été signalée longtemps à l'avance.
Les habitants terrifiés avaient pris la fuite et avaient suivi Khaireddin qui, dans sa retraite, était venu s'embarquer à Beaune. Doria trouva donc la ville absolument déserte. Il se contenta de capturer quelques galères, qui se trouvaient dans la rade, et qui avaient encore à leur bord un certain nombre d'habitants. Il se retira sans occuper ni la place ni la citadelle, et rentra à Tunis. Charles Quint fut peu satisfait d'une expédition sans résultat, mais comme la flotte devait retourner directement en Espagne, il en donna le commandement au marquis de Mondéjar, capitaine général du royaume de Grenade, en même temps qu'il lui confiait le soin de s'emparer de Beaune en passant. Ces instructions dictées à Tunis et datées du 16 août 1535 étaient ainsi conçues. Toutefois l'empereur prescrit au marquis de Mondéjar de passer à Beaune, dont s'était emparé Barberousse Khaireddin. Le marquis n'ignore pas que le prince André Doria s'est présenté devant cette place avec ses galères, et qu'à son approche les Turcs se sont hâtés de l'évacuer. Conformément au traité conclu avec le roi de Tunis, le capitaine général devra prendre possession de la Casbah, pour la garde de laquelle, ainsi qu'il a été convenu, il sera prélevé 8000 ducats sur les rentes et les revenus de la place. Le marquis laissera dans la forteresse 600 fantassins espagnols, et pour gouverneur, le capitaine Don Alvar Gomez et Elzagal, avec les vivres et les munitions nécessaires. L'empereur entre ensuite dans de nombreux détails sur les précautions qu'il juge convenable de prendre, pour que l'occupation des Beaune s'opère autant que possible pacifiquement, et que les morts qui l'ont abandonné, reviennent promptement l'habiter. Sa Majesté s'en remet du reste, à la sagesse et à la prudence du marquis de Mondéjar, qui pourra débarquer 200 hommes de plus, si d'après l'importance de la ville et son étendue, il pense que le nombre de 600 fantassins, fixé d'abord pour en former la garnison soit insuffisant. L'empereur désire en outre, que le marquis s'assure lui-même de l'état des fortifications, et s'il lui paraît utile pour la sûreté de la place que certaines parties des murailles soient réparées, qu'il donne à ce sujet les ordres nécessaires. Le résultat de cette inspection devra être soumis à Sa Majesté dans un rapport indicatif de la dépense projetée. Muni de ces instructions, le marquis de Mondéjar mit à la voile, et arriva quelques jours après à Beaune dont il s'empara sans coup férir. De cette place, il adressa à Charles Quint le 29 août 1535, un rapport ainsi conçu: la flotte, retardée par des calmes et des vents contraires, a mis 5 jours pour se rendre à Beaune. Don Alvar de Bazan nous y avait précédé avec les galères. Quand il se présenta dans la rade, on lui tira quelques coups de canon, ce qui fit penser que les habitants avaient l'intention de défendre la ville. Les troupes ayant été débarquées, on en forma 2 colonnes, et on les lança contre le château. Les morts ne nous attendirent pas, et se hâtèrent de l'abandonner. Ce jour-là on ne fit pas autre chose. Nous prîmes possession de la Casbah et de la ville, et les navires que le feu de l'ennemi avait empêchés de s'approcher vinrent mouiller dans le port. Pendant les 3 jours suivants, on mit à terre l'artillerie, les munitions et les vivres. Après avoir examiné la situation de la ville et la forteresse, il m'a paru que l'on devait provisoirement les occuper toutes les 2. La garnison du château ne pourrait être que très difficilement secourue et ravitaillée, si les morts étaient maîtres de la ville. Il faut qu'ils n'y rentrent qu'avec notre permission et qu'ils ne la trouvent pas abandonnée, attendu que, dans ce cas, il y aurait à craindre que les anciens habitants n'y revinssent pas, et qu'elle ne servit de refuge à d'autres morts ou arabes, qui s'y conduiraient de manière à la rendre inhabitable. Je laisserai à Beaune 800 hommes, comme votre majesté l'a ordonné. Avec 200 soldats dans le château et les 600 autres dans la ville, je crois que l'on peut se maintenir, en attendant que votre majesté ait fait connaître ses intentions à ce sujet. Il serait utile, si la ville doit être repeuplée de morts, de construire une tour sur un mamelon près de la marine, afin de pouvoir secourir aux besoins ceux du château. Cette tour construite, on permettrait aux morts de rentrer à Beaune, et à mon avis, 300 hommes suffiraient alors pour garder la forteresse. Messer Benedito a dressé le plan de la ville et du château. Je l'envoie à votre majesté, avec un mémoire des réparations qu'il conviendrait de faire, et de la dépense qu'elle coûterait. Les vivres sont avariés pour la plus grande partie. On s'en aperçoit à la mine des soldats, pas un à la figure d'un homme sain. Quelques-uns sont déjà morts, et un grand nombre d'autres sont malades. Je me hâte de tout terminer, afin que nous puissions le plus tôt possible, faire voile pour l'Espagne. Il y a eu quelques pourparlers avec les morts, mais ils ne veulent pas de la paix. Don Alvar de Bazan nous a été très utile pour le débarquement des vivres et des munitions. Avec son aide, nous avons pu en peu de temps mener à bien cette opération. Quelques jours après,
la flotte espagnole abandonnait Beaune avec sa petite garnison et se dirigeait vers l'Espagne. Les conditions dans lesquelles on laissait le gouverneur et ses troupes n'étaient pas des plus favorables. Les maladies semaient de nombreux vides dans les rangs, les approvisionnements étaient avariés, et le ravitaillement devenu presque impossible, puisque les indigènes refusaient tout commerce avec les Espagnols. Cette situation ne pouvait qu'empirer. Nous allons en juger par la lecture du rapport ci-après, qu'adressait don Alvar à Charles Quint, un mois environ après son arrivée à Beaune, c'est-à-dire le 13 septembre 1535. Le samedi 23 août dans la matinée, les galères se présentèrent devant Beaune. On nous tira 3 ou 4 coups d'un mauvais petit canon de fer, qui ne nous fit aucun mal. Nous avons trouvé ce canon qui n'est bon ni à tuer, ni même à épouvanter. Les galères se retirèrent dans la partie du couchant, à une demi-lieue environ de la ville. Les morts, au nombre d'une trentaine de cavaliers, se montrèrent bientôt, nous avons su ensuite. Les Turcs des galères qui faisaient de l'eau se réunirent à nous par raboteux, et ils atteignirent 3 ou 4 chrétiens. Le lendemain, dimanche, ils firent de même. Les morts et les Turcs avaient allumé de grands feux, et pendant ces 2 jours, ils conservèrent leurs drapeaux arborés sur la Casbah et sur la ville, de sorte que le roi de Tunis ne pourra pas dire que cette place est à lui. Le lundi au point du jour, le marquis de Mondéjar parut avec le reste de la flotte. Le débarquement se fit immédiatement dans une anse, au couchant de la ville, et nous prîmes possession de cette dernière et de la forteresse, sans rencontrer aucune résistance. Je restai dans le château avec 2 compagnies, celle de Francisco de La, et de Joanne Avelan. Le marquis s'établit dans la ville avec les autres troupes et une bonne partie des hommes de la flotte. La cavalerie ne débarqua pas, nous n'avions pas besoin d'elle. Le jour suivant, on commença à mettre à terre l'artillerie, les vivres et les munitions. 3 demi-canons, 10 fauconneaux et 20 barils de poudre furent transportés au château, et on laissa auprès de la porte de la mer sur une petite place qui s'y trouve, les autres approvisionnements et le reste de l'artillerie. Les officiers comptables de votre majesté ont eu soin de prendre note de tout. Messer Benedito et moi nous avons mesuré le contour de la forteresse et l'enceinte de la ville, ainsi que la distance de cette dernière à la Casbah et celle qui existe de la forteresse à une hauteur, que l'on voit sur le bord de la mer. Une petite tour construite sur une hauteur protégerait efficacement le débarquement des vivres et des munitions. En élevant un mur de la dite tourelle au château, qui permettrait d'aller et de venir en sûreté. La hauteur est disposée de manière qu'elle fait où les navires sont à l'abri de cette forteresse, si elle doit être détachée de la ville, afin qu'elle ait une sortie assurée vers la mer et qu'elle puisse être secourue en cas de besoin. Une muraille en partie ruinée s'étend de la Casbah à la ville. Elle paraît avoir été construite pour mettre à couvert et protéger du côté de la mer les gens qui montent à la forteresse ou qui en descendent. Du côté de la terre, il y a un terrain inculte, terminé par une autre hauteur qui commande la ville. On pourrait construire sur cette hauteur une forte tour, et de cette tour au château, un premier mur, puis un autre qui joindrait la dite hauteur à un espolon, ouvrage avancé, lequel touche à la ville. Cet espolon, comme le verra votre majesté, est indiqué sur le plan qu'adressait Messer Benedito. Si l'on doit occuper la ville et la Casbah, il nous semble que cette tour serait bien placée sur la hauteur, en reconstruisant également la muraille qui tombe en ruine et l'amenant jusqu'aux 2 autres, dont il vient d'être parlé, on pourrait remédier à l'inconvénient que présente actuellement le château qui n'a point de communication assurée avec la mer, disposition dont on ne saurait se passer. Votre majesté examinera le plan et ordonnera les constructions qu'elle jugera convenables. Le même plan lui fera connaître la grandeur de la Casbah. Les murs sont faibles et tellement ruinés qu'ils s'écroulent lorsqu'on les pousse avec la main. Les parties les plus larges ont à peine 3 pieds d'épaisseur. Sur le mur d'appui, il y a un certain nombre d'arcades, mais presque partout, pour aller de l'une à l'autre, il faut s'aventurer sur des poutres jetées en travers, et il n'est pas possible d'y passer pour faire les rondes. La disposition des embrasures est mauvaise. Le château renferme 50 ou 60 loges ou cellules. Quelques-unes ont des citernes très petites, et dehors il y en a une autre, plus grande, mais toutes sont à sec. On est obligé de descendre chaque jour à la ville pour s'approvisionner d'eau. Ce n'est pas une petite besogne, et il pourrait se présenter telle circonstance où notre embarras serait grand. Tout notre temps se passe à transporter les munitions et provisions de bouche que l'on a dû laisser auprès de la porte de mer, et à monter de l'eau de la ville à la forteresse. Il nous est impossible de nous occuper d'autre chose, et cependant il y a beaucoup à faire. La maison où nous sommes aurait besoin de grandes réparations,
Elle n'a même pas de porte. Pendant les 12 ou 13 jours que sont restés à Beaune les soldats débarqués avec le marquis de Mondéjar, ils ont si bien employé leur temps qu'ils ont enlevé tout ce qu'il y avait dans les maisons jusqu'au marbre des murs et aux moulins, petits et grands, dont on fait usage dans ce pays. Ceux de ces objets qu'il n'était pas possible d'embarquer, on les brisait pour en avoir les ferrements. Quant aux coffres et aux bahuts que les morts avaient laissés chez eux, il faudra, s'ils y reviennent, qu'ils en apportent d'autres. Bien peu de maisons ont encore des portes et des fenêtres. Tout a été détruit. Les soldats ont percé en beaucoup d'endroits la muraille du côté de la mer, comme si les portes de la ville n'étaient pas assez grandes, et par là ils ont fait passer du blé, de l'orge et des fèves. Les rues en sont pleines. Ils craignent sans doute de n'avoir pas le temps de tout embarquer. Votre Majesté a ordonné que 600 hommes me fussent accordés pour la garde de la Casbah. Ce nombre, si le marquis de Mondéjar le jugeait utile, devait être porté à 800. Elle a ordonné, également qu'on me remît pour l'armement de la forteresse, une coulevrine, 3 canons doubles, 3 demi-canons renforcés et 20 fauconneaux avec les munitions nécessaires. On ne m'a pas donné la dite coulevrine. Il me manque aussi 3 fauconneaux. Quant aux munitions et aux vivres, votre Majesté verra le peu qu'il nous en reste par la note du pourvoyeur. Le marquis m'a laissé la compagnie de Rodrigo d'Avalo, qui est forte de 200 hommes. Avec cette compagnie et les 600 soldats de la forteresse, il lui a paru qu'il était possible de garder le château et la ville, mais il ne m'a pas expliqué comment il pense que la chose peut se faire. J'avoue que je ne le comprends pas. Les gentilshommes et les capitaines, venus avec lui sur la flotte, auxquels il en a parlé, ne le comprennent pas plus que moi. Ils ont tous été d'avis que, pour défendre la ville et le château, il fallait 2000 hommes au moins, et une artillerie plus nombreuse, attendu que celle qu'on a laissée pour la forteresse seulement et le château. La chose était évidente pour tous ceux qui s'y connaissent. On observa au marquis qu'il me faisait tort en agissant ainsi, et qu'avec si peu de monde je ne pouvais pas me maintenir dans la forteresse et occuper en même temps la ville. De mon côté, je lui dis que d'après les ordres de votre Majesté, je devais garder seulement le château avec 600 hommes, et que conformément au traité conclu avec le roi de Tunis, la ville devait être rendue aux morts. Mais le marquis ne voulut rien entendre. Considérant donc que les vivres étaient encore dans la ville, ainsi que la moitié de l'artillerie et toutes les munitions, que nous étions obligés de nous approvisionner d'eau au puits de la ville, et surtout que la Casbah n'a point de communication assurée avec la mer, j'insistai fortement auprès du marquis de Mondéjar pour qu'il me donnât 1500 hommes que je répartirais dans les 2 places, et 20 ou 30 autres pièces d'artillerie destinées à armer la ville. Tous ceux qui ont vu les lieux convenaient que je ne demandais qu'une chose nécessaire et raisonnable. Le marquis n'avait pas besoin d'ailleurs de tout ce monde qu'il emmenait, puisqu'en arrivant en Espagne, il avait ordre de payer les soldats et de les licencier. Mais je ne pus rien obtenir de lui. Je lui demandai alors de me laisser 200 hommes de plus, afin de pouvoir en garder 400 avec moi dans le château et d'établir les 600 autres dans la ville, jusqu'à ce que votre Majesté eût été informée de ce qui se passait. J'ai bon espoir que les ordres qu'elle donnera seront tels que je pourrai remplir mes obligations, ainsi qu'il convient au service de votre Majesté et à mon honneur. Il est impossible qu'on m'abandonne comme je suis, au hasard des événements. Non seulement je manque de vivres, d'artillerie et de munitions, mais le petit nombre d'hommes que je commande est à peine en état de servir. Les soldats sont dénués de tout, sans chaussures et sans vêtements, affaiblis par les fatigues et la faim qu'ils ont endurées, et démoralisés complètement. Je crois et tiens pour certain que la moitié succombera cet hiver, il en est déjà mort plus de 50, et notre pauvre hôpital est encombré de malades. Je supplie votre Majesté de ne pas oublier qu'avec ces 200 hommes de plus que le marquis m'a laissé, et que je paierai s'il le faut de ma bourse, j'ai vu moins d'inconvénients à me hasarder à garder la vie qu'à l'abandonner. Avec l'aide de Dieu, et je la défendrai ainsi que le château, jusqu'à ce que votre Majesté ait fait connaître ses intentions. Bien que nous ayons de méchants voisins dans ces Turcs, qui sont dispersés dans et à Constantine, le plus grand embarras, nous ne pouvons nous secourir les uns les autres ni tirer parti de la grosse artillerie, parce que dans le château et dans la ville il n'y a aucun cavalier préparé pour la recevoir. J'ai placé 4 canons dans la forteresse et 2 dans la ville. Les fauconneaux ont été répartis dans l'une et dans l'autre. Mais les soldats, comme je l'ai dit à votre Majesté, sont très mal disposés. J'ai surtout à me plaindre de leur désobéissance et de leur peu de courage. Pendant que la flotte a été ici, il est arrivé ici certaines choses qu'il m'est impossible d'avouer à votre Majesté, dit Chrétien en fui sans honte devant un mort, comme s'ils eussent été des femmes,
et chaque jour l'ennemi ramenait les soldats à coups de lance jusqu'au mur de la ville, et au proue des galères. Nous avons perdu de cette manière plus de 20 hommes. La mer entoure à peu près la moitié de la ville, et naturellement de ce côté elle est la plus forte. L'autre côté n'est défendu que par un mur sans terre-plein, dans lequel on a pratiqué un grand nombre de trous. En certains endroits, ce mur est très faible et offrirait peu de résistance à ceux qui voudraient pénétrer dans la ville. À une petite distance de la muraille, on trouve une tour située sur un rocher. Elle est grande et solidement construite. Au-dessus il y a un emplacement si vaste, qu'on pourrait y disposer 3 ou 4 canons, et comme la pointe sur laquelle est bâtie la tour s'avance dans la mer, il serait facile d'empêcher tout navire, grand ou petit, d'aborder d'un côté ou de l'autre de la ville. Un pont-levis donne entrée dans cette tour, dont le sommet est à ciel ouvert, ainsi que les embrasures. Dans ses fondations, il y a une citerne. La muraille qui entoure la ville du côté de la terre est en meilleur état et plus élevée que celle du château, mais elle est encore moins large. Elle a des barbacanes et un petit chemin de ronde souterrain, formé d'arcades qui, comme celle de la Casbah, tiennent au rempart. Ces arcades pour la plupart ne sont pas solides. L'une et l'autre muraille ne résisteraient pas à l'artillerie, elles ne sont bonnes que contre des Arabes armés de lances. 2 jours après le départ de la flotte, quelques Arabes qui m'avaient demandé une entrevue vinrent dresser leur tente sous les murs de la ville. Un d'eux me dit qu'il était fils d'Abdallah, cheikh des Merdes, lequel cheikh et un autre, tous deux de la tribu des Anencha, sont les plus puissants du pays. Il m'assura que son père, bon serviteur du roi de Tunisie, désirait vivre en paix et commercer avec nous, prix que leur avaient donné les gens des galères, à 10 ou 12 ducats les bœufs, et à 2 ou 3 les moutons. Pendant les 2 jours que les Arabes ont trafiqué avec Don Alvar de Bazan, sur les bords de la rivière de l'autre côté de la ville, ils en sont venus aux mains plusieurs fois avec les nôtres, et de part et d'autre, 3 ou 4 hommes ont été tués. Nos gens firent de prisonniers. Un de ces Arabes fut amené sur les galères, mais l'autre ayant été laissé dans la ville, et je le fis mettre en liberté et lui rendis moi-même ce qu'on lui avait pris. Cette circonstance a tourné à notre profit. Ce mort est le premier qui nous ait vendu des poules et des œufs. Quant au fils du cheikh, il n'a fait avec nous aucun trafic. Au prix qu'il voulait vendre ses bœufs et ses moutons, les capitaines de galères auraient pu seuls en manger. Il me demanda des burnous pour lui, pour son père et pour son frère, et je lui répondis que si j'étais assuré qu'ils fussent de bons serviteurs de votre majesté et du roi de Tunis, je les lui donnerais volontiers. Il partit en promettant de nous amener un autre jour, de bon matin, des moutons et des bœufs à des prix raisonnables. Le lendemain au point du jour, il revint en effet, mais avec 200 Turcs, plus de 500 Arabes à pied, et 200 autres à cheval. Nous leur tuâmes 3 de ces hommes. On fit aussi prisonnier un Turc dangereusement blessé d'une arquebusade. Nous avons su par lui que les Turcs, laissés ici par Barberousse, se sont présentés pour entrer dans la ville. Ils pensaient que nous l'avions abandonné, mais bien qu'ils se fussent vantés auprès des Arabes, parmi lesquels ces coquins se sont fait une grande réputation de bravoure, de nous chasser de Beaune, et n'ont pas osé nous attaquer. Depuis, ils n'ont pas reparu, mais on m'a dit qu'ils sont campés à 3 ou 4 lieues de la ville. Quant aux Arabes, nous les avons revus 2 ou 3 fois, et dans ces escarmouches, nous leur avons tué 6 ou 7 hommes et fait un prisonnier. Un seul des nôtres a été blessé légèrement au bras. Des petits combats ont eu lieu plutôt par nécessité que par notre volonté. Lorsque les Arabes les ont attaqués, la première fois, nos hommes étaient occupés à renouveler la provision d'eau. La seconde fois, ils faisaient la reconnaissance d'un ravin peu éloigné de la forteresse, où l'ennemi avait l'habitude de se mettre en embuscade. Dans ces diverses affaires, nous avons reconnu combien il serait avantageux d'avoir ici de la cavalerie et des arbalétriers. Pour la cavalerie il y a de bonnes plaines, et pour les arbalétriers, des haies de jardin et un sol montueux, le tout si bien disposé que les uns et les autres peuvent s'aider mutuellement. J'ai différé jusqu'à ce jour de faire partir le brigantin, espérant que j'aurai quelque chose de particulier à mander à votre majesté. Je voulais aussi attendre pour savoir si le roi de Tunis, en exécution de son traité avec votre majesté, enverrait des ordres. Ce que j'ai à dire à ce sujet c'est qu'il y a 3 ou 4 jours, il vint ici un qui paraît être un homme sage voir l'autorité qu'il a, et la confiance qu'il mérite. Après les compliments que les morts sont dans l'usage de prodiguer, il m'a dit que le roi de Tunis l'avait envoyé à Beaune, comme gouverneur de cette ville, mais il ne m'a pas appris comment il se nomme, et il n'a amené avec lui aucun des morts que j'ai connus à Tunis, ce qu'il aurait dû faire, attendu que je ne l'ai jamais vu lui-même. Je ne sais s'il m'a dit la vérité ou s'il a menti.
Il peut fort bien mentir et dire vrai tout à la fois, car le roi de Tunis ne voit pas les choses avec beaucoup de sûreté, et ne les conduit pas comme le voudrait la raison. Les morts d'ailleurs, sont si cupides que lorsqu'ils y voient leurs intérêts, ils s'exposent à tout ce qui peut leur arriver. Ce gouverneur, ou soi-disant, tel m'a certifié que l'arabe, qui ces jours derniers, m'a dit qu'il était le fils du cheikh des Merdes, était un imposteur, lequel voulait se faire donner un Burnous. Je ne répondrai pas que ce soit la vérité et que le dit gouverneur ne mente pas lui-même dans un but quelconque. Quoi qu'il en soit, il perdra son temps et sa peine, parce que je me tiens sur mes gardes, avec lui comme avec les autres. Je les connais trop bien tous. Voici ce dont je puis rendre compte à votre majesté, quant au motif de la venue à Beaune de ce personnage, en supposant toujours qu'il m'ait dit la vérité, il paraît que le roi de Tunis lui a remis des lettres pour les habitants de cette ville qui, presque tous, se sont retirés à Constantine. Les autres ont cherché un refuge dans les montagnes voisines, quelques-uns avaient accompagné Barberousse à Alger. Mais ceux-là sont revenus, et si je dois croire ce qu'ils m'ont dit, Barberousse ne s'y trouve plus, il s'est embarqué sur les galères. Ils m'ont appris aussi que 1000 Turcs, de ceux qui sont venus par terre de Tunis, se sont emparés de Constantine, et que Hassan Aga les commande. Ce sont 200 de ces mêmes Turcs qui ont poussé une pointe jusqu'à Beaune. Ils espéraient, comme je l'ai dit à votre majesté, s'en rendre au maître facilement et l'occuper au nom de Barberousse. Le caïd apporte aussi un sauf-conduit et le pardon du roi pour les habitants de Beaune, qui votre majesté s'en souvient sans doute, ont tué leur gouverneur avant l'arrivée de Barberousse. Le roi leur fait savoir l'amitié et l'affection que votre majesté a pour lui et les grâces qu'elle lui a accordées. Il leur dit qu'en conséquence rien ne s'oppose à ce qu'ils reviennent en toute sécurité dans la ville, et qu'ils pourront y vivre en paix. Que nous autres chrétiens nous devons occuper la forteresse, mais que nous serons pour eux de bons voisins. Le caïd a également des lettres pleines de belles promesses pour les cheikhs de ces 2 tribus, dont j'ai parlé à votre majesté, et qui sont les principales du pays. J'ai répondu au gouverneur de faire ce que le roi son maître lui avait commandé, que ce serait une très bonne chose de se concilier les Arabes et de les ramener, ainsi que les morts, à l'obéissance du roi de Tunis, mais que le but vers lequel il devait tendre surtout, c'était d'expulser les Turcs de cette contrée, parce que nous ne pouvons garder sûre et bonne amitié qu'il m'avertit de tout ce qu'il ferait. Je lui ai dit aussi que les Arabes qui viendraient à Beaune pour trafiquer avec nous seraient bien payés de tout ce qu'ils nous apporteraient et qu'on ne leur ferait aucun mal. Ils ont déjà commencé à venir et nous ont vendu quelques bœufs et des poules, dont nous nous sommes régalés, car nous avions tout grand besoin de nous refaire. Mais ce n'est pas sans peine que nous pouvons trafiquer avec eux, parce qu'ils refusent notre monnaie d'or, dont on ne fait pas usage dans le pays. Les Arabes ne se servent que d'une monnaie d'argent, qu'ils appellent mazarines, et qui est la 32 partie d'un ducat. Les bœufs nous ont coûté de 3 à 4 doblats, et les poules 3 mazarines, à peu près 1 réal. Ces jours-ci, le caïd est venu me voir. Il m'a dit qu'il négociait avec le cheikh des Merdes, afin d'obtenir de lui qu'il renvoyât les 230 Turcs qui sont avec ces gens dans la montagne, à 2 lieues d'ici. Il a offert à ce cheikh au nom du roi de Tunis tout ce que Barberousse lui avait donné, c'est-à-dire certains villages du territoire de Beaune. J'ai répondu au gouverneur qu'il avait agi prudemment, et que s'il le pouvait il serait convenable d'ajouter quelque chose aux dons faits par Barberousse, que de mon côté je donnerais au dit cheikh des Burnous et de l'argent, s'il se montrait un loyal serviteur du roi de Tunis. La pacification du pays dépend de cette négociation, et j'ai recommandé au caïd de se hâter. Les choses sont dans cet état, et je ne sais ce qui adviendra de tout ceci, mais de quelque manière qu'elle tournait quand bien même ceux de Beaune consentiraient à revenir habiter cette ville, je ne la remettrai pas au gouverneur. Je doute pas d'ailleurs que nous rencontrions à cet égard de l'opposition de la part des Turcs, si comme je le crains, les morts ne savent pas s'y prendre pour en débarrasser le pays ou pour les tuer tous, ceux d'ici, et ceux de Constantine, ce qui serait le meilleur et le plus sûr pour tout le monde. Jusqu'à ce que votre majesté m'ait fait connaître ce que je dois faire, je garderai la ville et j'amuserai le caïd avec cette affaire des Turcs. On dit que Barberousse a été très content de cette place, et il a eu raison, parce qu'elle réunit de très bonnes qualités qui s'accordent avec son nom. Elle est parfaitement assise en un terrain plat. Son port est bien abrité contre les vents. 2 grandes rivières arrosent une grande étendue de terre labourable, qui certainement, ne le cède pas en fertilité à la campagne de Cordoue. Il y a aussi un bon espace occupé par des jardins auprès de la ville, et la montagne a des pâturages excellents pour les bestiaux sur les versants, du côté de la mer.
Dans quelques gorges on trouve également de bons packages de la place et une autre montagne autour de la ville. Les Arabes font herbager leurs bestiaux l'été, ils les conduisent l'hiver sur le bord de la mer. Ils disent que la montagne est très giboyeuse. On y trouve des lions, des porcs-épics, des ours, des sangliers, des lièvres, des lapins, des perdrix. Les sangliers surtout y pullulent à tel point qu'on les voit rôder par bandes dans beaucoup d'endroits. Votre Majesté sait déjà que la rivière principale peut recevoir autant de galères que l'on veut, et qu'elles peuvent hiverner dans ce port à l'entrée de la mer, avec la plus grande sécurité. Nous en avons eu récemment la preuve par le séjour qui a fait la flotte. Les deux rivières sont si abondantes en poissons qu'on les tue à coups de bâton. La plus petite passe sous un pont qui a 11 grandes arches, mais on ne peut traverser la plus grande à gué qu'auprès de son embouchure dans la mer, et cette embouchure est au plus à 2 traits d'arbalète de la ville. La mer donne aussi de très bons et très beaux poissons. Si votre Majesté ordonne que la ville soit rendue aux morts, en conformité du traité fait avec le roi de Tunis, l'occupation de la Casbah sera moins dispendieuse. Avec le revenu des 3 quintaux de chaque année, on pourra payer une bonne partie de la dépense de la dite forteresse. Toutefois, avant que votre Majesté se dessaisisse de la ville, il convient de bien fortifier le château, d'assurer sa communication avec la mer et de le munir d'une artillerie plus nombreuse. Il faudrait pour compléter son armement, 10 autres Fauconneaux, une demi-douzaine de sacres, 3 coulevrines en échange des 3 canons doubles, dont nous ne savons que faire, et quelques verseaux qui nous seraient très utiles. De cette manière nous tiendrons toujours la ville, et les morts ne pourront pas bouger sans notre permission. Dans l'état de choses actuel, si on leur remettait bonne, nous nous trouverions à leur merci. Il importe aussi que nous soyons bien approvisionnés d'eau et de vivres qui nous font faute en ce moment. Pour me maintenir dans la forteresse, je n'ai besoin que des 600 hommes que votre Majesté m'a confiés. Mais si je dois en même temps garder la ville, et je la supplie de vouloir bien mettre à ma disposition 500 hommes en sus des 1000 qui m'ont été laissés, ainsi que l'artillerie nécessaire, celle que l'on m'a donnée comme je viens de le dire à votre Majesté, suffisant à peine pour la forteresse. Il y aurait autre chose à faire, ce serait de repeupler Beaune au moyen de Grecs ou d'Albanais. Avec 200 cavaliers de ces gens, nous serions maîtres d'une si grande partie de la campagne, et la forteresse qu'il faut reconstruire, l'une et l'autre étant peuplées de chrétiens, il y aurait facilité d'y entretenir bon nombre de troupeaux. Avec ces Albanais, dont je viens de parler, pouvant fournir 200 cavaliers, si la Casbah était bien fortifiée et la partie des murailles de la ville qui tombe en ruine convenablement réparée, principalement du côté de la mer, il serait possible de les garder toutes deux avec 1000 soldats. Quoique votre Majesté ordonne, d'ailleurs, et je la supplie très humblement de me faire donner les gens, l'artillerie, les munitions et les vivres qui me sont nécessaires, afin que je puisse à mon honneur et comme j'y suis obligé, lui rendre bon compte de ce qui touche à son service. En tout et pour tout, je m'en remets entièrement à la décision de votre Majesté. Elle sait mieux que moi ce qu'il est convenable de faire, beaucoup mieux que je ne saurais le concevoir et le demander. Le capitaine Jean Avelan est retourné en Espagne, et le marquis de Mondéjar a remis sa compagnie à Pedro Hernandez de Caravajol. Le choix qu'il a fait est bon. Le capitaine de Caravajol, qui sert depuis longtemps, mérite la faveur dont il a été l'objet. Je prie votre Majesté d'approuver sa nomination. Francisco de Alarcón, notre trésorier, sera auprès de votre Majesté. Il l'informera de tout ce qui se passe ici, et de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il remettra en même temps à votre Majesté une note détaillée des choses qui nous manquent. Je la supplie de donner des ordres pour que les dites munitions et autres approvisionnements soient fournis le plus promptement possible, avant que le temps ne se gâte et que nos besoins deviennent plus pressants. J'ai l'espoir que Francisco de Alarcón me rapportera aussi de la cour les ordres de votre Majesté sur la conduite que je dois tenir avec les Maures et les Arabes, dans le cas où ils accepteraient la paix, ou voudraient nous faire la guerre. Le départ précipité de votre Majesté de la Goulette ne lui a pas permis de me donner à ce sujet toutes les instructions nécessaires. Notre trésorier en ce qui concerne son office, nous laisse bien approvisionner, et son absence n'aura aucun inconvénient. Son second et son frère qui l'a chargé de pourvoir à tout, pendant son voyage en Espagne, sont des gens habiles et dignes de confiance dans l'armement de cette place, comme votre Majesté le verra par le plan ci-joint. Je la prie de renvoyer à Beaune Messer Benedito, et de permettre qu'il dirige la construction des nouvelles fortifications. Il est très habile, et votre Majesté peut être certaine que ses ordres seront exécutés ainsi qu'il convient. Ce sera pour nous une grande faveur. Je lui ai fait compter 100 ducats pour la dépense de son voyage, et il m'a promis si l'on veut qu'il revienne à Beaune,
de se charger de tous les travaux et de toutes les réparations qu'ordonnera votre majesté, afin de mettre le château et la ville en bon état de défense. Son intention bien arrêtée était de se retirer chez lui, et il n'a cédé en venant ici qu'à mes instances et à celles du marquis de Mondéjar. Je finissais cette lettre lorsque quelques-uns de nos hommes, qui étaient à faire de l'eau pour la forteresse, m'ont envoyé prévenir que certains morts à pied et à cheval voulaient s'y opposer. Ils n'ont pas réussi, et nous leur avons tué 2 fantassins et un cavalier. Le bijou le plus précieux que portait celui-ci est cette lance que j'envoie à votre majesté. Elle était aussi longue que le fer l'exigeait, mais un soldat l'a coupée, ce qui n'a fait plaisir ni au cavalier ni à moi. Je ne dois plus à votre majesté qu'une paire d'étrivières et une sangle, attendu que j'ai fourni le reste à la goulette. S'il y avait ici meilleure occasion, j'acquitterais ma dette plutôt 2 fois qu'une. On m'a dit que dans ce pays les bons chevaux ne sont pas rares. J'ai un poulain qui deviendra je crois un excellent cheval. Si votre majesté désire qu'on lui en cherche quelques-uns, qu'elle veuille bien me le faire savoir, et je donnerai des ordres en conséquence. Nous avons tenu à reproduire cette lettre en entier, car elle est l'histoire de l'occupation pendant les 5 ans que flotta le drapeau espagnol sur la Casbah. Abandonnés à eux-mêmes, privés de tout, sans nouvelles de la mère patrie, continuellement harcelés par les Arabes, les soldats espagnols aussi bien que leurs officiers, se laissèrent aller à un profond découragement, et comme nous le verrons dans la suite de cette correspondance, ils voulurent se faire musulmans. Du découragement à l'indiscipline, il n'y a qu'un pas, il fut bientôt franchi. Au long rapport que nous venons de lire, Charles Quint répondit, Messine, 23 octobre 1535. Le roi, nous avons lu votre lettre qui nous a été apportée par Messer Benedito et Francisco de Alarcon. D'après le compte qu'ils nous ont rendu, ce que vous nous avez écrit et le rapport que nous a fait le marquis de Mondéjar sur l'état où vous avez trouvé la ville de Beaune, sur son importance et sur ce qu'il convient de faire pour la fortifier, et pour voir aux besoins de la population, ainsi qu'aux autres choses qui la concernent, après avoir considéré l'utilité, les inconvénients et les dépenses qui en résulteraient, et par-dessus toute notre volonté étant qu'on observe loyalement de notre part le traité qui a été conclu avec le roi de Tunis, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. On occupera seulement, comme nous appartenant, la forteresse de la dite ville de Beaune, ainsi qu'il avait été d'abord décidé et ordonné. La garnison sera de 600 fantassins espagnols avec leurs officiers et gens de service, et dans le port stationneront 2 brigantins. Pour la sécurité de la dite garnison, et afin que les habitants morts de la ville ne puissent lui causer aucun dommage, vous ferez démolir de fond en comble la muraille avec tour, qui joint la forteresse à la ville. Si vous croyez que l'on puisse garder et défendre la tour qui existe sur un rocher au bord de la mer, près du débarcadère du château, vous la ferez fortifier qu'il a envoyé vous parle à ce sujet, vous devrez agir prudemment et leur répondre qu'incessamment vous leur rendrez la ville lorsque vous aurez fait porter dans la forteresse l'artillerie et les approvisionnements qui sont restés en bas. Lorsque vous aurez fait ce qui est dit ci-dessus, vous remettrez la ville aux morts et vous vivrez avec eux en bonne intelligence, mais vous ne devrez pas leur permettre de recevoir des Turcs. S'il était même possible de les déterminer à chasser ceux qui sont dans le voisinage de la ville ou à Constantine, ce serait une bonne chose et une grande sécurité pour vous. Afin d'aviser et de mettre ordre suivant votre manière de voir, à tout ce qui concerne la démolition de la muraille et la fortification de la tour, ainsi qu'à ce qu'il vous paraîtrait convenable de faire, si la forteresse nécessite des réparations, nous avons ordonné à Messer Benedito de retourner à Beaune. Il y restera jusqu'à ce que tous les travaux soient terminés. Pour revenir en Espagne, il prendra passage sur l'un des brigantins qui ont été mis à votre disposition. La distance n'est pas grande de Beaune à Bougie, et il s'arrêtera dans cette dernière place pour examiner les fortifications. On nous a informé qu'il y a là des choses, qui ne sont pas comme elles devraient être. Pour le dites dépenses et réparations, frais d'espions et de messagers, nous avons donné ordre qu'il vous fût remis immédiatement 1000 ducats, prélevés sur l'argent qui est envoyé à notre payeur Sebastiano de Sissaguir, ainsi que vous le verrez par le bordereau ci-joint, signé du grand commandeur de Léon, notre secrétaire, et de Pedro de Ayasola, notre trésorier général et notre conseiller. Vous recevrez aussi, par le premier navire qui partira d'ici, les bois de construction, munitions et autres approvisionnements que vous avez demandés. Vous aurez soin de veiller à ce que, dans la répartition de cet argent et dans l'emploi des matériaux, il soit procédé avec la plus grande économie. Je me repose sur vous à ce sujet. Vous ne devrez dépenser que ce qui sera modérément nécessaire et qu'on ne saurait absolument éviter, d'autant plus que les travaux de réparation dont il s'agit sont de peu d'importance,
et qu'il ne peut être question de rien faire de neuf hors de propos. Dans un autre bordereau, adressé à Miguel de Penoso, notre pourvoyeur, et signé de notre grand commandeur de Léon et du dit trésorier général, vous trouverez le détail des vivres et munitions qui vous sont expédiés par le navire ayant pour patron Jaime Gual, en attendant les autres approvisionnements que l'on réunit à Messine. Et vous aurez à prendre les dispositions nécessaires pour assurer le débarquement, ainsi que leur transport dans la forteresse. Il y a lieu de croire qu'avec les vivres qui vous restent encore, et ceux qu'on vous envoie, vous serez convenablement pourvus jusqu'à la fin de cette année et même au-delà. Quant aux 6 premiers mois de l'année prochaine, des ordres ont été donnés pour que l'on se procure toutes les choses dont vous pourriez avoir besoin pour qu'on vous les expédie sur un bon navire. Cependant on ne pourra le faire que lorsqu'il commencera à geler à cause des viandes salées que l'on doit vous envoyer. En ce moment, avec la chaleur qui règne en Sicile, on ne peut préparer les dites viandes dans la crainte qu'elles ne se gâtent. On aura soin d'ailleurs que les vivres que vous recevrez plus tard soient de bonne qualité et qu'ils vous soient expédiés le plus promptement possible. Des ordres ont été donnés à cet effet au pourvoyeur de Palerme, chargé de cet envoi. La garnison de la forteresse de Beaune, devant être seulement de 600 hommes, vous ferez embarquer sans retard, pour être transporté à Mahon, avec le capitaine Pedro Hérès de Carvajal, les 400 hommes que vous avez de trop, bien pourvus de vivres et payés de leur solde. Dans la lettre et la cédule qui accompagnent la présente dépêchée, que vous devrez remettre au dit capitaine, tout est expliqué et spécifié d'une manière particulière. Vous veillerez à ce que l'on observe et exécute ce qu'elles contiennent avec toute la célérité possible. Vous nous informez que dans ce pays-île, il y a de beaux chevaux mauresques. Si vous en trouvez de taille moyenne et de bonne allure, et 2 autres grands coureurs, de haute taille et dont la robe soit remarquable, vous nous obligerez de les acheter pourvu qu'ils aient de bonnes bouches, et vous nous les enverrez par des navires qui vous porteront des vivres ou par tout autre qui s'engagerait à les transporter à Barcelone, Valence, Carthagène, Alicante ou Malaga, suivant le port de destination, en prenant toutes les précautions pour que du lieu de débarquement, ils soient conduits, bien soignés, à notre cour. Si nous sommes satisfaits de ces chevaux, nous vous écrirons pour que vous en achetiez d'autres. Comme il ne s'agit pas pour nous de défendre la ville, l'artillerie que vous avez doit suffire pour la forteresse. Quant aux demi-coulevrines et aux verseaux, que vous demandez en échange des canons laissés à Beaune, tout cela se fera quand il sera possible. En ce moment, il n'y a aucun moyen de vous les procurer. Notre payeur Sebastiano de Cisaguirre a reçu ordre de porter en compte, à son avoir, les 200 ducats que vous avez fait donner à Messer Benedito pour les frais de son voyage et de son retour. Défense a été faite à tous nos vassaux, marchands ou autres, sous les peines les plus graves, de commercer avec Alger ou tout autre port occupé par les Turcs. Il ne leur est permis de trafiquer qu'Oran, Bougie, Beaune, la Goulette qui nous appartiennent. Ces ports sont situés dans de très bons pays et parfaitement à la convenance des marchands. Cette mesure doit profiter également au sujet du roi de Tunis, et de cette façon les garnisons des dites places se trouveront toujours bien approvisionnées. Je vous donne avis de cette disposition, afin que si cela est nécessaire, les morts de paix en soient avertis, et que les habitants de Beaune sachent que notre intention est de les traiter avec bonté, et de faire tout ce qui nous sera possible pour augmenter la prospérité de leur ville, s'ils se montrent comme ils le doivent, fidèles à notre service et à celui du roi de Tunis. Ayez soin de nous informer de tout ce que vous apprendrez de nouveau et qu'il nous serait utile de connaître. Je sais que je puis compter sur vous pour cela. Moi, le roi. Force fut à Donzagal avec les 600 hommes, dont les rangs étaient chaque jour éclaircis par les maladies et les escarmouches, de se maintenir à Beaune. Pour compléter ce tableau de misère, disons que les approvisionnements annoncés ne vinrent pas, que pendant 4 ans, dont Alvar dut entretenir ses troupes du produit des razzias, qui ne se faisait qu'au détriment de la discipline et diminuait chaque fois de quelques unités le nombre des Espagnols. Bien plus, profondément affecté de l'abandon dans lequel on l'a laissé, privé des secours de sa religion, la garnison voulut un moment se faire musulmane. Les razzias dont nous venons de parler furent la cause de violents dissentiments entre le gouverneur du roi de Tunis et le gouverneur espagnol. Une lettre de Don Bernardino de Mendoza nous en signale les raisons. La Goulette de Tunis, 24 mai 1536. Le 16 mai, j'ai écrit longuement à votre seigneurie. Ce que j'ai à lui demander aujourd'hui, c'est que le roi de Tunis ne paie pas les soldats de la garnison de Beaune. Il prétend qu'il n'y est pas obligé, et que d'ailleurs, son caïd manque d'argent attendu, qu'Alvar Gomez ne lui a pas donné ce qui lui revenait, à lui et à ses cavaliers,
des différentes razzias que l'on a faites. Le roi n'a pas raison de se plaindre, son caïd a reçu sa part du butin calculé sur le nombre de ses gens. Ce sont les morts eux-mêmes qui me l'ont assuré. Ce qu'ils voudraient tous deux, c'est que le produit des razzias fût partagé par moitié, mais à mon avis, cela serait injuste. Le caïd n'a que 60 cavaliers, et les chrétiens sont au nombre de 400 à 500 fantassins, et de 20 lances. Votre seigneurie peut être bien persuadée que dans cette affaire comme dans toutes les autres choses, Alvar Gomez se conduit très loyalement. Mais comme ceux de Beaune n'ont pas voulu se soumettre au roi, ni recevoir son gouvernement, ce qui est cause que le roi et le caïd se trouvent à court d'argent, ils cherchent des prétextes pour se dispenser de payer. Je donne avis de tout ceci à votre seigneurie, pour qu'elle soit informée de la vérité et qu'on n'accuse pas Alvar Gomez, qui ne mérite aucun reproche. 4 années s'écoulent pendant lesquelles les accusations qui ont motivé la lettre qu'on vient de lire se font plus précises et plus graves. Ce n'est pas seulement de concussion que Don Alvar est accusé, mais de trahison. On prétend que des engagements secrets le lient aux Arabes, et qu'il s'est engagé à leur livrer la Casbah. Bientôt Don Alvar est instruit de ses sourdes menées, il apprend que la cour d'Espagne, mise au courant de sa conduite, va lui en demander un compte sévère. Il acquiert la conviction que le trésorier Miguel de Penago est l'auteur de cette dénonciation. Dès lors l'idée de se venger de son subordonné ne quitte plus Don Alvar. Ce drame qui fut le signal de la fin de l'occupation espagnole à Beaune est raconté par les témoins eux-mêmes dans les documents suivants. Octobre 1540. Le capitaine Pedro Godinez de Azevedo écrit ce qui suit de Beaune à la date des 2 et 22 octobre. Le 26 septembre, le commandant Alvar Gomez fit appeler Miguel de Penago, et l'ayant enfermé dans une chambre, il le poignarda. Il sortit ensuite, et dit devant tout le monde que s'il avait tué le payeur, c'était à son corps défendant, parce que ce dernier voulait le tuer lui-même. Il prévint en même temps le capitaine Godinez, qu'ayant l'intention de s'en aller, il lui remettrait le commandement de la forteresse. Quelques heures après, il avait changé d'avis et déclara qu'il ne partirait pas et qu'il mourrait dans le château, l'épée à la main. Il ajouta d'ailleurs que personne n'échapperait à la mort, pas plus le capitaine que les autres, parce qu'il mettrait le feu à la forteresse. Voyant ce qui se passait, le capitaine Godinez avertit la garnison de se tenir sur ses gardes. On avait désarmé le commandant, mais il paraît qu'il avait caché une dague entre les matelas de son lit. Un clerc, qui avait été laissé auprès de lui, accourut prévenir le capitaine qu'Alvar Gomez venait de se frapper de plusieurs coups de poignard. Ayant fait venir de notaires, le capitaine leur dit de se rendre dans la chambre du commandant et de dresser procès-verbal de ce qui était arrivé. Interrogé par eux, Alvar Gomez fit des aveux. Il déclara que s'il avait essayé de se tuer, c'était parce qu'il savait qu'on avait reçu l'ordre de l'arrêter, qu'il avait eu en effet la pensée de s'enfuir, non par crainte des soldats, mais parce qu'il ne voulait pas être conduit en Espagne, que tout ce que l'on disait d'ailleurs était vrai, et qu'il méritait d'être brûlé. Mais il affirma qu'il n'avait fait aucun traité avec les morts, et qu'il n'avait rien à se reprocher dans l'affaire de la tour. Le capitaine Godinez s'était empressé de donner avis à la Goulette de ce malheureux événement, et le 16 octobre, Giroux est arrivé à Beaune, où il se trouve encore. Il a fait arrêter Alvar Gomez ainsi que plusieurs autres. Le capitaine écrit aussi qu'il faut changer la garnison, parce qu'un grand nombre de soldats sont mariés. Rodrigue de Orozco, lieutenant du trésorier de Beaune, dans une lettre qui porte la date du 1er octobre, raconte de la même manière que le capitaine Godinez, la mort du payeur et ce qui s'est passé ensuite dans la chambre du commandant. Il a donné ordre que l'on dressât un état de tout l'argent qu'Alvar Gomez avait en sa possession. On n'a retrouvé que 4000 ducats, mais il croit que plus de 10 000 autres ont été cachés par le commandant. Quant au mobilier, on n'a pas fait d'inventaire. Les enseignes, sergents, caporaux de la garnison écrivent que le capitaine Godinez s'est très bien conduit dans cette triste circonstance. Il rappelle à Sa Majesté qu'ils sont à Beaune depuis 5 ans et comme beaucoup d'entre eux sont mariés et ont des enfants, il la supplie de leur permettre de rentrer en Espagne. Le crime dont s'est rendu coupable Alvar Gomez emporte la confiscation de tous ses biens. Le Conseil pense qu'il serait juste que les 2 petites filles du payeur Miguel de Penago reçussent en don une partie de cette fortune. On pourrait aussi donner à un de ses frères ou à quelque autre de ses parents l'emploi qu'il laisse vacant. Le 8 novembre, Francisco de Alarcón, qui a la nouvelle des événements qui venaient d'avoir lieu, était accouru à Beaune, écrivait en ces termes à Charles Quint. De Cagliari, j'ai écrit à votre majesté pour l'informer de ce que j'avais appris relativement à la mort du payeur Penago, mais à mon arrivée à Beaune,
j'ai entendu un tout autre récit du capitaine Godinez. Le commandeur Giroud va écrire à votre majesté et lui raconter les choses comme elles se sont passées véritablement. Il a fait quelques arrestations. En ce moment, il termine l'instruction de cette affaire, et votre majesté peut être assurée qu'on ne lui cachera pas la vérité, bien qu'on ait essayé de la tromper à diverses reprises. Aucune considération ne l'a arrêté, il a fait résolument son devoir. À mon avis, Dieu et votre majesté ont été bien servis par le commandeur. On peut dire qu'il a sauvé cette malheureuse garnison d'une ruine totale. Nous nous demandons tous avec étonnement ce qu'Alvar Gomez a pu faire de tout l'argent qu'il a reçu. On n'a retrouvé que 4400 ducats, ainsi que le verra votre majesté par le mémoire que lui envoie le commandeur Giroud, ce dont j'ai pris note dans mes livres. Le commandeur se donne beaucoup de peine pour découvrir ce qu'est devenu cet argent. Comme je sais que votre majesté sera contente d'apprendre le rechangement survenu dans la manière de vivre des soldats, je m'empresse de l'informer que ces malheureux qui par désespoir voulaient se faire mort, se confessent aujourd'hui et communient. Nous en avons tous remercié Dieu, et nous espérons que le jour de la nativité de notre Seigneur, ils feront ce que font les autres chrétiens, car ils ont maintenant une église, grâce au commandeur Giroud, et ils croient en Dieu et ne blasphèment plus. La venue à Beaune du dit commandeur a été heureuse pour tout le monde, et votre majesté devrait bien lui ordonner d'y résider quelque temps, jusqu'à ce qu'il ait pu remettre toutes choses en bon état. On a envoyé le frère Thomas de Guzman pour réformer les monastères de la Catalogne, et il serait bien nécessaire qu'on laissât ici le commandeur pour faire la même chose. Les soldats l'aiment, bien traités par lui, ils sont redevenus ce qu'ils étaient autrefois, gais et contents. L'enquête terminée, le commandeur Giroud annonça au gouverneur prisonnier qu'il allait être transféré en Espagne, pour y être jugé. Le lendemain, on trouvait Don Alvar étranglé avec sa propre ceinture. Si les Espagnols avaient voulu garder Beaune, il aurait fallu, comme le conseillait le capitaine Godinez, non seulement changer toute une garnison affaiblie par 5 ans d'exil et démoralisée par les exemples qu'elle avait eus sous les yeux, mais encore la remplacer par un effectif bien supérieur à l'ancien. Quoi qu'il en soit, Charles Quint ordonna l'évacuation. On fit sauter les remparts, on ruina les tours de la Casbah et de la ville, et la garnison se rembarqua. Cette nouvelle fut aussi promptement connue de Tunis que d'Alger. Les Turcs accoururent, relevèrent les fortifications démolies et s'installèrent à Beaune qu'ils devaient garder jusqu'à notre arrivée en Algérie. Pendant 5 années encore, les Espagnols se maintinrent à Bougie. Mais attaqués avec fureur par les Turcs, demandant en vain du secours à l'Espagne, la faible garnison capitula et son malheureux chef de Peralta eut la tête tranchée pour n'avoir pas su mourir à son poste. Le 13 septembre 1574, Tunis succombait à son tour après une défense héroïque.